Les anciens pensaient qu'il était le bébé cultivateur le plus puissant des enfers, jusqu'à ce qu'il rencontre la sorcière qui, même sans tête, était intouchable. Eh bien, ce Dongua commence lorsque nous nous retrouvons sur le gigantesque lac infernal, précisément là où le prince Aloïs enquête sur quelque chose au fond. Les conditions à cet endroit sont bonnes, mais juste sous une pierre, il trouve une étrange bourse qui, lorsqu'il la touche, semble protégée par de la magie. Heureusement, Aloïs, puissant guerrier, absorbe ce pouvoir et découvre quelque chose de curieux en lui. Il retourne alors à la capitale royale de l'enfer, où les cultivateurs démoniaques remplissent leurs tâches. En effet, l'endroit est en train d'être inondé, et la tâche du prince était de découvrir pourquoi. En fait, ce qu'il y a dans ce sac, c'est la tête d'une sorcière dont les larmes ont fait jaillir de l'eau. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas détruire cet objet, car cela serait une déclaration de guerre à sa propriétaire. Donc la seule option est de rendre l'objet de manière pacifique, en remontant jusqu'à la terre. Alors, le protagoniste, sans prévenir ses parents, arrive à la surface, où ce vieil homme s'occupe de garder l'entrée de la vallée infernale, qui est également complètement inondée. Il lui raconte que, il y a 10 jours, une sorcière est apparue en demandant s'il se trouvait devant le canyon le plus profond du monde. Le vieil homme, habitué aux touristes, lui dit qu'il est si profond qu'il relie l'enfer. La jeune fille, sans crainte, s'avance au bord et jette ses déchets que le vieil homme ne comprend pas. La jeune fille s'enfuit vite et la vallée déserte est submergée, devenant méconnaissable et laissant le vieil homme sans foyer. Alors le prota l'aidera s'il lui dit où est partie cette femme. Il lui explique qu'elle est une sorcière légendaire, immortelle et célèbre pour être soit un ange, soit une démone redoutée. C'est évident si elle peut survivre sans tête, donc le prota devra faire très attention en voyageant dans les vallées de Terrassia. Et c'est ainsi qu'il parvient à trouver la maison où cette fille est en train de préparer à manger. Et elle est interrompue par Aloïs, qui, inquiet de son pouvoir, l'attaque en premier. Elle ne comprend pas ce qui se passe et finit soumise par les chaînes de l'enfer. Si la sorcière ne se défend pas chez elle, elle ne comprend la situation que lorsqu'il lui montre le sac. Le protagoniste veut l'emmener en enfer pour qu'elle voie ses actes, mais elle accepte qu'on lui détruise la tête si besoin. Pour Aloïs, ce n'est pas si simple, il doit assumer la responsabilité en la traitant de déchet. Là, l'aura de la fille change complètement. Aloïs ressent de la peur et, en montrant juste un peu de force, le protagoniste se met en alerte. Elle se ressaisit et décide de l'accompagner jusqu'en enfer, là où l'eau a clairement ravagé toute la capitale. Nous pouvons même voir les enfants espiègles cachés dans les buissons, parce qu'ils n'ont plus de maison. Même si le gros peut survivre sans nourriture ni maison, elle se sent coupable. Alors, en étant dans la salle principale, face au roi démon géant et à sa petite épouse de taille. Évidemment, l'entrée n'a pas été facile non plus, disons-le. Nous voyons la sorcière s'excuser. Le roi, qui n'est pas rancunier, accepte. Il doit simplement prendre ce qui lui appartient et se retirer. Cependant, sa propre tête semble la gêner un peu. Et d'abord, elle propose d'aider à reconstruire la capitale. Aloïs la trouve déjà un peu envahissante, jusqu'à ce qu'il voit plus à quel point sa magie est éblouissante, mais surtout puissante. Elle prend d'énormes rochers et commence à les remettre en place, tandis que les autres cultivateurs sont éblouis par le spectacle de lumière. Elle réunit tout le monde. L'après-midi, la capitale redevient normale. Aloïs l'accompagne à la sortie, lui rend son sac et lui demande pourquoi cela la gêne. Et même si elle ne le dit pas, elle sait dans son esprit qu'il y a des souvenirs si lourds qu'elle ne veut rien en savoir. Le protagoniste garde l'impression que cette fille est vraiment étrange. Ainsi, quelques jours plus tard, le prota revient chez elle pour lui offrir un cadeau. Comme il devait reconstruire la capitale en 7 jours, elle l'a fait en moins de temps. Donc il va lui offrir le reste de la semaine. Juste. Cette femme est très désorganisée, alors le prota va s'occuper de rendre les chambres impeccables. En quelques minutes, la sorcière a tout bouleversé. Et même s'il essaie de changer ses habitudes, Aloïs est trop intense et finit par l'ennuyer. Un vieil ami surgit pour lui demander une faveur et elle s'éclipse de la maison alors qu'il traverse la forêt. Elle se rappelle avoir sauvé ce jeune homme enfant, menacé de sacrifice à cause d'une tache de naissance, jugée signe de calamité. Elle a subi la punition à sa place, brûlée vive. Ainsi, le sacrifice accompli, l'humain a pu poursuivre sa vie. Le problème, c'est que ce type est ingrat, car il parle de nouvelles rumeurs de malédiction dans le village. Avec tant de famine, il demande à la fille, parce qu'elle est puissante, encore une fois, de faire croire aux gens qu'un sacrifice les sauvera. Elle accepte de subir la douleur infligée par la sorcière, malgré sa peur. Pendant ce temps, il prépare tout, accusant même la sorcière avec qui il devra échanger sa place quand le feu le brûlera. Donc une fois prêt, la sorcière modifie le temps pour faciliter l'illusion.
Pendant que tout le monde veut utiliser ces torches, on nous montre la mauvaise réputation des sorcières pour leur immortalité. Ils sont responsables de toutes les pestes et catastrophes. Certains, comme ce vieil homme, savent que les famines viennent du manque de travail des cultivateurs. N'est-il pas plus simple de blâmer les femmes? Voilà pourquoi le bûcher s'allume. C'est macabre de voir l'enthousiasme des gens. Mais une autre sorcière surgit et interrompt tout, prouvant que la fillette n'a pas de marque de naissance. Tout était un mensonge de l'albinos, le plan a échoué. Alors qu'elle rentre chez elle, déçue, Aloïse l'attend pour lui dire au revoir. Cependant, voilà, son départ lui cause encore plus de tristesse alors qu'elle reste seule à la maison. La maison est propre, mais ce qui la tourmente est plus lourd. Cependant, pendant qu'Aloïs accomplit ses tâches en enfer, il sent aussi qu'il se laisse facilement distraire, en pensant que la sorcière n'allait pas très bien quand il l'a laissée. Ne pouvant se retenir, il décide d'affronter son père et lui annonce qu'il quittera la capitale un moment pour une affaire importante. Avant la réponse, il s'enfuit. Sa mère soupçonne déjà ses intentions, ce qui ne lui déplaît pas. À 18 ans, il n'a toujours pas éveillé le pouvoir de successeur, mais nous le verrons bientôt arriver à Terrassia. Bien que la maison semble avoir disparu, cependant, de façon étrange, on voit des parties qui dépassent de la terre. Il frappe le sol du poing, déterre quelque chose, puis entre dans la maison où des apparitions l'attaquent. Avec ses chaînes, il protège la jeune fille, mais pas pour longtemps. La sorcière refuse de se réveiller. Heureusement, frappée au visage, elle pleure, et ses larmes permettent leur fuite. Mais face à la chute, Aloïs doit la protéger, et ensemble, ils restent suspendus. La sorcière, bien qu'assez puissante pour déplacer sa maison sans effort, s'accroche davantage au protagoniste, consciente qu'elle a besoin d'Aloïs. Elle finit par lui avouer s'appeler Agatha. Dès lors, ils vivent presque ensemble. Ils gèrent l'organisation. Lorsqu'elle lui demande de l'aide pour une expérience, elle se sent plus confiante. C'est ainsi qu'en se retournant, on voit tout son visage. Le gars est très ému. Comme l'objet qu'elle veut créer exige qu'elle reste immobile 2 jours, il la protégera du froid, de la chaleur et de la pluie. Ainsi s'achève ce masque qu'Aloïse avait déjà vu en prototype. Cependant, comme c'est la première fois qu'elle termine la relique, elle découvre qu'elle sert à arracher les yeux d'une sorcière immortelle. Dans ce cas, parce qu'elle ne peut pas arrêter de pleurer, alors le protagoniste détruit clairement l'objet sur le champ. Même si elle se fâche, ce n'est pas une solution raisonnable. Le problème, c'est qu'elle se souvient de la souffrance d'être détestée par tout le monde, qu'on lui souhaite le pire, même des personnes importantes. C'est ainsi qu'elle s'effondre devant le protagoniste qui la laisse pleurer. Elle a même voulu profiter de sa vulnérabilité pour attaquer. Pas encore, mais elle continue de se confier. Même si la fille l'inonde tout à chaque fois, le protagoniste paraît aussi instable. Il perçoit d'étranges présences dans la maison. La fille le conduit alors au cimetière du village et lui montre les tombes de ses anciens amis. Ils passent l'après-midi à raconter des anecdotes, ce qui montre leur importance pour elle. À la nuit tombée, le protagoniste semble s'éveiller. Est-ce le pouvoir que son père cherchait ? Désormais, une nouvelle corne circule dans la maison et peut voir les spectres, qui sont les amis d'Agatha. Fidèle à sa nature, il veut guider les âmes des morts vers leur destination dans la vallée infernale. En lançant le rite d'exorcisme, l'énergie des spectres est peu à peu aspirée. Et le petit est sur le point de disparaître, alors cette fille s'interpose. En ensevelissant le protagoniste sous des livres, elle arrête le rituel et permet au démon de retrouver sa personnalité. Il choisit donc de parler aux fantômes qui résident dans la maison car il refuse de quitter Agatha. Le protagoniste sait que cette énergie peut être ce qui charge autant de négativité son ami. C'est quelque chose qu'ils débattent entre eux, c'est évident. Mais ils ne partiront que s'il peut s'occuper de la fille. Cependant, le protagoniste ne peut pas consacrer toute sa vie à une seule femme, surtout avec toutes celles qu'il y a. Alors, pour lui faire changer un peu d'avis, cette fille appelée Perla va lui montrer ses souvenirs. Une princesse forcée de penser que sa vie dépendait d'un mari qui l'emmènerait à ses 18 ans, ayant eu la malchance de croiser un roi tyrannique qui, grâce à Agatha, a conquis des terres. Il a toujours été odieux avec sa femme, ce que la sorcière remarquait. Les humiliations publiques ont poussé Agatha à lui dire qu'elle allait quitter le roi, pour que désormais, sans pouvoir, ses ennemis le détruisent. Et même si Perla préférait le bien de son mari, elle pouvait la sauver et lui changer la vie. La jeune fille, malgré ses doutes, endura davantage jusqu'à l'arrivée d'Agatha qui l'emmena. Même sans savoir ce que le roi comptait faire avec une petite épée contre la sorcière, il finit abandonné. Livrée à elle-même, Agatha part. Elle a toujours eu de l'affinité avec les faibles. Elle emmène la petite avec sa mère, qui vit une situation similaire.
Obligée de se marier pour protéger son peuple, elle refuse que sa fille vive la même chose. L'assistante, en changeant son apparence d'esclave, lui apprend même à se battre pour se défendre contre quiconque voudrait l'humilier. En progrès rapide, elle reste inférieure à une sorcière et perdrait face à elle. Le lendemain, Agatha lui trouve un voleur occupé à travailler dans le village. Alors elle lui propose qu'elle lui rendra sa liberté s'il bat la petite Perla, mais il devra se battre sans se retenir le moins du monde. Sinon, elle le tuera sur le champ, il peut même la laisser mourante, et s'il la tue, ce sera permis. Le type est très confiant. Pour le plus recherché, une gamine n'est rien. S'il n'était pas dans cette situation, il la traiterait autrement. Est-ce si répugnant pour Perla ? Elle commence par attaquer, cependant, un seul coup de poing puissant la met à terre. Même si cela ne suffit pas à la vaincre, elle doit se calmer et utiliser sa vitesse. Le problème est qu'en l'attrapant, elle est projetée contre les arbres ou sa tête écrasée. Elle a une blessure. À force de coups de pied, elle tombe inconsciente. Le chauve, sûr de sa victoire, sait qu'il peut se débarrasser du corps s'il le veut. D'un cri, Perla se relève, lance un bois pour distraire, et même frappée à nouveau, elle trouve l'espace parfait pour l'assommer. En lui aggravant cette fracture aux côtes, nous laissant maintenant, cette fois-ci, la véritable gagnante. Peu à peu, elle perfectionne sa technique et acquiert le caractère qui la mènera à devenir professeur. On dirait que les gens se cachent même par temps normal. Et en s'approchant de son école, une fille qui s'était échappée lui raconte qu'un groupe de voleurs rôdait dans la région. Elle s'inquiète et découvre les enfants ligotés par ces types peu professionnels. Perla discrète a finalement géré la situation. Cependant, les enfants eux-mêmes savent qu'il y a plus de bandits. Alors Perla, qui est sur ses gardes, arrête une calèche où apparemment il y avait plus d'ennemis, mais il s'agissait d'un mage de glace qui s'était déjà occupé des autres. Les deux jeunes remportent un peu de gloire dans le village, mais cet albinos devient trop curieux au sujet de leurs compétences. Et la fille rentre chez elle, où il semble que quelque chose ne va pas, la maison est déformée et Agatha pleure. Le protagoniste se rend compte qu'il a ces crises depuis un certain temps déjà. En fait, Perla n'a jamais su pourquoi cela lui arrivait, mais elle a toujours soupçonné cette lettre qu'elle a reçue le matin, avant qu'on ne la laisse seule. En lien avec une sorcière. Malgré tout, en poursuivant le souvenir, Perla décide de lui laisser de l'espace. Cependant, il s'avère que le magicien de glace cherchait justement la sorcière, et grâce à cette fille, il a trouvé sa maison. Perla essaie de se défendre avec ses sorts de feu. Mais le type est supérieur jusqu'à ce que Agatha apparaisse de nulle part pour montrer qui est vraiment la plus forte. Rien qu'en la voyant, le type change d'attitude et s'excuse car il cherche la sorcière de glace, amie d'Agatha. Il raconte sa vie depuis que ses parents l'ont abandonné sur une île pour qu'il y meure. Mais cette sorcière l'a trouvé sans raison. Peu à peu, elle l'a aidé à grandir et à apprendre la magie de glace qui lui serait utile plus tard. Cependant, un jour, lorsqu'il était déjà assez grand, la femme disparut, ne laissant qu'une lettre. Qu'il suive le chemin voulu. Peu à peu, il devient plus fort pour retrouver sa mentor. Mais Agatha le surprend en lui annonçant que cette femme vient de mourir volontairement. Dévasté, il reste seul pour faire son deuil. Elle connaît la douleur, ayant quitté de nombreux compagnons durant son immortalité. Aloïs comprend la souffrance d'être immortel. Ainsi, Perla a alors commencé à toujours rester près de lui. Et pendant qu'elle apprend à lui cuisiner, la sorcière lui apporte de la bonne viande de sanglier pour lui préparer les saucisses qu'il adorait. Elle cuisinait tout pour se rendre utile à la sorcière. Quelques années plus tard, elle lui annonce vouloir chercher les anciens alliés du peuple de sa mère. La sorcière décide de l'accompagner. Finalement, elle partage divers endroits et repas tout en accomplissant leur mission. Cependant, et pour Perla, le temps ne s'arrête pas, et elle devenait de plus en plus adulte. Servir la sorcière était difficile et devenu vieux, presque impossible. Ce n'est pas difficile pour la sorcière de s'occuper d'elle quelques jours, puisqu'elle a déjà fondé un village avec le peuple de sa mère. Perla, se sentant inutile, décide de lui préparer un repas, mais rien qu'en essayant de manier le couteau. Elle a failli réduire les semaines de vie qu'il lui restait. Alors elle reste simplement allongée, tandis qu'elle voit toute sa vie défiler devant ses yeux, cessant d'être une esclave, jusqu'à ce qu'elle réalise le souhait de sa mère. Le lendemain, lors d'un après-midi froid et épuisant, elle choisit de faire une sieste afin de se réveiller avec plus d'énergie que jamais. Elle se sent si bien qu'elle prépare le meilleur repas. Cependant, lorsqu'Agatha la regarde avec crainte, elle se rend compte que son amie ne pourra plus jamais se lever du lit.
Voyant ses souffrances et sachant qu'elle est morte, la sorcière n'éprouve que tristesse devant sa tombe, tandis que l'esprit de Perla ne peut même pas la toucher. Le fantôme qu'Agatha a vu mourir. Elle lui explique qu'elle a maintenant une sorte de seconde vie où elle pourra l'accompagner pendant de nombreuses années. Ou partir et suivre son destin vers la vallée infernale. Clairement, Perla va rester tout comme ce type, qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps maintenant. Donc, avant même de pouvoir raconter son histoire, on lui bannit son compte et il dit seulement qu'il y a des informations importantes à la bibliothèque. Agatha choisit de rester avec son amie et prend une forme facilitant ses déplacements pour la suivre. Grâce aux recherches de l'albinos, voir comment elle peut prolonger sa vie de fantôme, jusqu'à aujourd'hui, où elle a compris que l'énergie en tant que spectre ne peut être prolongée qu'en étant en contact et en partageant avec d'autres fantômes. C'est donc pourquoi un enfant aussi fragile a survécu ici si longtemps. Même après avoir été le deuxième à arriver après Perla, le protagoniste comprend maintenant à quel point Agatha a été importante dans la vie des gens. Nous avons un aperçu de l'histoire de l'enfant, à 6 ans, cherchant à échapper à une maltraitante du royaume, il s'est enfui à travers le village en évitant les gardes. Mais à un moment donné, il lui devient impossible de fuir cet inconnu qui le déteste clairement. En cherchant de l'aide, il se retrouve encore plus acculé. Il est probable que la même sauveuse immortelle réapparaisse. Cependant, l'équipe de production du Donghua a pensé que c'était une bonne idée de terminer la première saison juste ici. Alors, pour le moment, nous restons avec ce dernier épisode. Bonne nouvelle! La deuxième saison est déjà disponible, sa diffusion s'étant terminée il y a quelques mois. Si je vois beaucoup de soutien sur cette vidéo, je vous l'apporterai vite. Pour ne pas manquer la suite, il vous suffit de commenter ce que vous avez pensé de la vidéo et de la série. Pour moi, c'est un Donghua vraiment agréable, avec une histoire simple, mais qui a de très bons moments et une animation vraiment exceptionnelle. En fait, il y a quelques touches d'action. Cela pourrait être exploité et devenir bien plus épique que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à commenter votre avis. Et pendant que nous attendons plus de chapitres de ce Donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui, honnêtement, est très bonne et assez méconnue. Le garçon le plus brutal, un homme loup musclé, est dompté par cette fille mince. C'est parti. Ashlyn est une petite fille tourmentée par la guerre et sa brutalité, avec laquelle cet homme loup décide de passer son temps. Dans lequel ils vivent normalement, tout en chassant suffisamment de nourriture, de bons poissons, et ils survivent sans problème. Après s'être installés près de la rivière Musaka, il la laisse seule un moment et avance rapidement avec des sauts incroyables. Ce qui nous montre que ce n'est pas un humain ordinaire. Jusqu'à ce qu'il arrive dans ce manoir de luxe où il est accueilli par le majordome, Frankenstein. Le type le connaît, il le laisse passer, l'accueille chaleureusement jusqu'à la chambre du solitaire Reizel, un homme assez silencieux mais qui se souvient de son vieil ami. Ainsi, lorsqu'il l'invite à se promener, il accepte sans hésiter et parcourt sereinement les environs de la forêt. Pendant ce temps, sur la terre des humains, la guerre consume tout sur son passage. Pourtant, il y a des personnes qui lui donnent un peu d'espoir et c'est pourquoi il veut la montrer à un bon ami. Ensemble, ils franchissent le grand pont à grands sauts, démontrant clairement leur puissance. Pendant ce temps, Ashlyn parvient enfin à attraper ses premiers poissons dans la rivière. Puisqu'elle dirige presque Musaka, elle vient calmement le réprimander comme si de rien n'était. Voyant qu'il a un nouvel et unique ami, elle se retient presque. Profitant de la maison aujourd'hui, elle leur préparera un bon repas, car c'est sa zone de travail comme pour beaucoup de femmes. Pendant que Reizel ne fait qu'écouter attentivement. On voit que la relation entre les deux est très forte, puisqu'il l'a trouvée en pleine guerre, étant donné que les humains n'hésitent pas à s'entretuer. Et même s'il est arrivé très tard pour la jeune fille, il s'est assuré de mettre la petite, effrayée, en sécurité en l'amenant jusqu'au village. Pour qu'elle ait tout le bonheur qu'on lui a volé, il a pris la responsabilité et il le fait comme il se doit. Reizel respecte-t-il cela? En attendant, allons vers ce qui ressemble à un château. Là-bas, pendant une réunion, on dit que Musaka, chef des loups, est avec une fille. Mais ils ne peuvent pas les laisser en paix. Ils veulent la guerre. Et s'ils savent utiliser leurs humains comme des outils, ils le feront pour que tout le monde croie que les loups sont une menace, surtout leur chef, Musaka. Et de cette façon, Reizel n'aura pas d'autre choix que de contrôler son vieil ami, au point que les deux devront s'affronter. Reizel plaçant l'humanité avant tout, la réunion s'achève sur un bon vers. Allons avec Marilyn Manson, qui dirige une troupe entière et qui envahit constamment des villes entières, réussissant à impliquer plusieurs hommes. Des loups qui désobéissent à Musaka, car ils sentent qu'il les a trahis en abandonnant tout le clan, pour s'être échappé et avoir sauvé une petite.
C'est pourquoi maintenant ils se joignent à la guerre, démembrant quelques innocents avec une force abyssale. Tout finit en flammes. Pour finir, ils approchent de la forêt où était leur ancien chef. Pour l'attaquer et le mépriser dans l'obscurité, Moussaka le surprend. Il souligne qu'il désobéisse à ses ordres puisqu'il massacre. Il lui dit qu'il a déjà laissé passer son moment. On ne peut pas renoncer à la guerre comme il l'a fait. Et puisqu'ils sont plus forts que les humains, personne ne peut les arrêter, encore moins un pacifiste. Il s'apprête à l'attaquer, griffes sorties et aiguisées. En s'approchant, Reizel apparaît et les met tous à genoux d'un simple ordre. Clairement, ils sont face à un noble, qui est essentiellement une race supérieure, possédant de nombreux pouvoirs basés sur le sang. Mais un noble supérieur ne le saurait jamais, Marilyn Manson le sait. Il fait reculer ses loups et avertit que leur moment de payer viendra bientôt. Mais Moussaka, tout ce qu'il veut, c'est laisser toute cette guerre derrière lui. Il va donc voir Aslane pour qu'il prépare ses affaires et qu'il cherche un nouveau foyer. Elle regrettera sa forêt, ses arbres, poissons et ruisseaux, mais c'est préférable. Moussaka Esso est content de voir son ami Aslane. Il veut qu'il lui apprenne à se battre, à devenir puissant pour sauver des gens, mais il sait lui-même les conséquences que cela peut entraîner, alors il continuera simplement à fuir. Pour pouvoir la protéger, Reizel respecte cela et retourne dans son manoir. En même temps, nous voyons le Seigneur suprême affronté par ses sbires. Le fait qu'un noble puisse s'allier avec l'homme-loup et qu'il ne puisse pas poursuivre leur plan macabre. Cependant, ce blond, et en plus d'être très beau, est un calculateur et il va utiliser la bonne relation avec l'humaine contre Moussaka. C'est justement pour une raison que les troupes alliées avec les autres loups ravagent les villages aussi vite. Le plan sera donc maintenant de partir vers le nord. Pendant ce temps, Reizel, tranquille dans son manoir, reçoit la nouvelle que la guerre s'intensifie dans le nord, ce qui l'alarme immédiatement. Le noble suprême, grâce à sa vitesse, laisse tout derrière lui. Le nord est justement où son ami a choisi de fuir. Même si Frankenstein ne comprend pas, il perdra le contrôle dans les villes voisines. Des massacres sont commis par des humains. Marilyn ne veut laisser aucun sale type en vie alors qu'ils sont couverts par le brouillard. Et tout près, en train de pêcher à nouveau, se trouve Aslane Mukaza. Il fait la même chose car ils n'ont pas trouvé de nourriture. Mais pour le malheur de la petite, elle est surprise par une troupe de chevaliers menée par un loup. Ces humains hésitent à attaquer une fillette, elle ne leur fait aucun mal. Cependant, celui qui les dirige, ce loup, est convaincu de ne laisser personne en vie. Alors ils attaquent la fillette. Et elle apprend vite de Moussaka, avec des compétences assez enviables. Elle est rapide, elle ne peut pas apporter d'armes très lourdes, mais elle fait ce qu'elle peut. Elle élimine tous les humains, même celui à cheval. Cette maigrelette est vraiment mortelle. Même si elle utilise l'animal pour fuir, le loup reste déterminé à l'éliminer. En tirant à distance, nous rejoignons Moussaka, prêt à chasser un cerf. Mais un mauvais pressentiment envahit son corps. Elle panique et, avec de grands bonds, elle finit par arriver sur les lieux. Elle apparaît, mais trop tard. En effet, au loin, on peut voir un cheval apparaître avec Aslane, apparemment en train de le monter, mais en réalité, il s'avère qu'elle est déjà morte. L'expression du gars révèle la situation. Plus de retour possible, un cri dissipe la brume. Selon lui, les humains sont responsables de la situation. Il se convainc et demande à Reizel de ne pas intervenir. Il va tous les tuer et finit par s'élever, ayant des troupes à disposition. Mais Reizel ne peut pas permettre que les deux s'impliquent dans les affaires des humains. Pour l'albinos, c'est la seconde fois que des humains lui prennent quelque chose, même si c'était en fait un loup. Sous l'effet de la rage, il force son ami à manger. Montagne, quelques arbres, beaucoup de terre. Reizel voulant éviter d'utiliser sa force, il souhaite lui faire comprendre, quitte à le soumettre par son sang. Juste pour l'emmener dans une zone où ils peuvent parler, il crée un champ de sang pour éviter les dégâts. Le loup ne s'arrête pas, esquivant sans cesse, mais plus il tente, plus Reizel utilise son sang pour le soumettre. Ce qu'ils ont fait à la fille était dur, mais ils ne contrôlent pas ces choses, car ici le type le surprend. Donc Aslane n'était pas humaine, c'était sa fille. Il a donc perdu 2 personnes. Et maintenant, ce n'est plus seulement une affaire d'humains. La situation évolue totalement. Si un noble défend l'humanité, il le comprend car ce sont des êtres faibles, mais aussi méprisables et macabres. Reizel sait que c'est irréversible. Et le loup le convainc que pour détruire tous les humains, il atteindra sa limite. Nous assistons ainsi à son évolution épique en loup-garou. Alors qu'il se libère de ses liens, tombant au sol pour détruire tout ce qui se trouve sur son chemin, Reizel ne se défend qu'avec son sang.
Le loup lui lance divers objets, des pouvoirs, et même une cloche géante déjà trop lourde. Il franchit la barrière et livre un combat épique, enchaînant point un coup et coup de pied. Pendant ce temps, Rezel voit que la colère a déjà consumé son rival, lui détruisant tout le corps, au point que sa régénération n'est plus aussi rapide. Avec autant d'os brisés, le noble prépare son attaque la plus puissante, mais il hésite à l'utiliser pour exterminer un ami. Le problème, c'est que Musaka veut toujours les éliminer. Il retrouve sa force et son corps, puis lance une griffe que Rezel tente d'arrêter. Mais ce n'est pas suffisant. Cependant, le loup reçoit aussi l'attaque. Ce choc de pouvoir aussi puissant génère une explosion à l'intérieur de la barrière qui détruit Musaka. L'onde de choc se propage dans la région. Même leurs chefs ont désormais peur. Pendant ce temps, le protagoniste parvient à s'échapper, mais avec des blessures si graves que son corps ne lui permet plus d'avancer. Il doit s'arrêter sur le pont détruit car il est en train de se vider de son sang très rapidement. Pendant ce temps, il voit que cette explosion va probablement tous les faire fondre, sans exception. Alors, comme dernier recours, il se couche lui-même dans un cercueil, puis tombe à l'eau, ou au moins il sera en sécurité. Avec tout ce chaos dehors, pour les humains, est-ce qu'ils le méritent vraiment après avoir tué autant de monde et provoqué tout ça? Eh bien, ainsi, dans ce chaos, cet anime se termine, ou pas vraiment, puisque cette ère, elle, se termine bel et bien. Mais bien des années plus tard, le noble revient de l'eau dans la suite de son animé. Et si je vois que vous soutenez beaucoup cette histoire, dans les commentaires, je vous préparerai très bientôt la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour ma part, c'est tout. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse.